Dernière de la liste qui avait été établie, et arrive le moment pour Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice, de prendre la parole pour répondre au nom du gouvernement. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président. Messieurs les présidents de groupe, Messieurs les présidents des commissions, honorables députés, je commencerai d'abord par saluer votre présence massive dans cette assemblée aujourd'hui, qui au fond, qu'on soit de l'autre côté ou de l'autre côté, dénote consciemment ou inconsciemment un grand respect pour le président de la République. Je vous en salue, je vous en suis gré et vous en remercie. On a dit certes que le débat était un peu houleux, mais quand on a vu dans ce qui se passe dans certaines assemblées à travers le monde, j'estime que nous sommes encore dans les limites du raisonnable. Donc je vous en remercie tous. Le Sénégal n'a pas à avoir honte de son assemblée. Je tenais à vous le dire. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, après avoir écouté longuement les discussions des honorables parlementaires, des honorables députés, je note qu'il y a 4 ou 5 catégories d'intervention. Il y a, avec tout le respect que je viens de saluer, que j'ai pour votre institution, des intervenants qui manifestement n'ont pas lu le projet qui est soumis à leur appréciation. Ils ne l'ont pas lu, soit délibérément, soit parce qu'ils ne peuvent pas lire. Ça peut arriver aussi. Il y a un deuxième groupe qui, là également, avec tout le respect que j'ai pour les uns et pour les autres, sont un peu les victimes du 24 février 2019. Donc, qui n'ont pas encore réussi à digérer leur rancœur, d'où souvent l'outrance dans le verbe. Malheureusement, en tant que garde des Sceaux, ministre de la Justice, je ne peux pas grand-chose pour ces gens-là. Je ne peux tout au plus que leur dire massa. Monsieur le Président, nous sommes dans un pays, nous sommes dans un beau pays, le Sénégal, un pays de démocratie, un pays où, apparemment, dans certains cercles, l'amnésie est devenue une vertu. Je le dis parce que j'ai été étonné d'entendre dans la bouche de ceux qui aujourd'hui sont derrière les rédacteurs du protocole de Rebus parler d'indécence républicaine. Je pense qu'ils devaient être les derniers à soulever ce genre d'arguments, ce genre de mots dans cette assemblée. Je constate aujourd'hui également, je constate aussi que ceux qui aujourd'hui, ceux qui insistent. Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Concertation. Oui, mais calmez-vous, laissez le ministre parler. Que ceux qui aujourd'hui insistent sur la concertation sont ceux-là ou celles-là qui étaient là
en 2007, au moment de la création du Sénat, sont ceux-là ou celles-là qui étaient là en 2008, au moment de la suppression du Sénat, sont ceux-là ou celles-là qui étaient là en 2009, avec la loi 2009-22 du 2 juin sur la création du poste de vice-président. Je pense qu'on n'a pas besoin d'en dire plus. Monsieur le Président, je vais donc, avec votre permission, répondre à des questions qui, à mon avis, méritent réponse. Des questions, effectivement, que tout un chacun était en droit de se poser. Des questions à la fois juridiques. Aux autres questions, j'ai répondu. Aux autres questions, j'ai répondu. Je viens de répondre à toutes les questions. Donc je dis, il y en a parmi vous qui ont parlé de rupture d'égalité. Je veux me permettre, parce que celui qui a utilisé cette expression est un ami à moi. Je ne suis pas ministre d'État, pas encore. Il y aura qui ont parlé de rupture d'égalité. À l'auteur de cette affirmation, dont j'ai été dans un monde avant avocat, je reconnais sa forte connaissance en économie. Mais je sais aussi que ce n'est pas un juriste. Parce qu'il devrait comprendre que je vais lui donner la définition de la rupture. On dit qu'il y a rupture, il y aura rupture quand les deux citoyens sont dans des conditions et circonstances similaires. Or, la loi parle de ministre et non de directeur et ne discrimine pas entre ministres. Comme l'a dit le président de la commission des lois, la loi n'a pas fait de discrimination entre ministres. Donc on ne peut pas parler de discrimination dans l'espèce. Il n'y a pas de rupture entre le ministre et le DG, puisque les deux ne sont pas dans les mêmes conditions. Si vous voulez que je rentre dans le détail, je vous dirai que le ministre... Je vais revenir, mais je ne vais pas faire plaisir à d'aucuns pour faire durer cette assemblée. Une honorable députée a parlé effectivement de la condition de mise en œuvre de la suppléance. Je renvoie cette honorable députée à l'article 56, du projet qui vous est soumis. Cet article précise expressément, je cite, « Les modalités d'application du présent article sont fixées par une loi organique. » Je suis désolé, mais je ne peux pas vous apporter une explication plus claire que celle-là. On a soulevé un principe, mais il est bon quand même que tout un chacun sache que le député, que la disposition 57, en l'application de cette disposition, le député ne perd pas son mandat de député s'il est appelé au gouvernement. Il ne perd pas son mandat de député. D'où l'expression que nous avons utilisée. Son mandat est suspendu le temps de ses fonctions ministérielles. Et c'est pour ça, vous savez, les mots ont leur sens.
Nous avons dit dans le même article que le député, à la fin de son exercice de ministre, récupère son siège. Récupère son siège. C'est vous dire qu'effectivement, il n'avait pas perdu son mandat. Donc ce problème est un problème simple, sauf pour, bien entendu, ceux qui veulent le compliquer à dessein. Donc, un autre député a estimé qu'effectivement, on a parlé d'absence de concertation. J'ai répondu à ce point-là, qu'effectivement cette disposition, ce projet va accroître les pouvoirs du président et qu'il affaiblirait le législatif. Là, je voudrais quand même répondre de façon plus concise. La réforme est claire et cela apparaît de toutes les interventions, tant des présidents de commission que du président du groupe parlementaire, du Benno, que cette réforme n'a pas de connotation politique. Je crois que nous tous ici, nous le savons. Elle n'a pas de connotation politique. Elle est uniquement technique et administrative. Et fonctionnelle, et elle ne touche pas à nos institutions. Elle ne touche pas à nos institutions, en ce sens que elle s'est contentée de supprimer le poste de Premier ministre. Et en supprimant, bien entendu, le poste de Premier ministre, la conséquence, c'est qu'effectivement, c'est de regarder la Constitution et de supprimer ou de rectifier toutes les dispositions qui contenaient le mot Premier ministre. Mais le Premier ministre, si vous regardez l'article 6 de la Constitution, le Premier ministre n'est pas une institution. Donc, supprimer le poste de Premier ministre ne touche aucunement aux institutions de la République. Je pense que là, nous tous, nous le savons aussi. Nous tous, nous le savons également. Bon, sauf là également, ceux qui ne veulent pas savoir. L'objectif n'est pas d'accroître les pouvoirs du président de la République. De toute façon, vous devez tous le savoir, le Premier ministre tenait son pouvoir du président. Ça également, tout le monde le sait. Donc nous ne voyons pas en quoi le fait de supprimer le poste de Premier ministre peut constituer effectivement un plus pour le pouvoir du président. Vous savez, je pense que tout homme ou femme de bonne foi sait que le président Macky Sall n'est pas un pouvoiriste. Quelqu'un qui, de lui-même, décide de ramener son mandat de 7 ans à 5 ans. Tout de même. On peut donc accuser celui-là de tous les péchés d'Israël, mais pas quand même d'être un pouvoiriste. Donc, la seule chose, madame, je vais le répondre. Je lui répondrai que le premier mandat, le président de la République est un président de la République. Il respecte les institutions. Et il y a une institution de la République qui se trouve être le Conseil constitutionnel qui lui a dit qu'il n'a pas le droit d'appliquer cette réforme-là dans son premier mandat. Donc c'est clair. Donc, une autre députée, une honorable députée, a estimé qu'effectivement que cette réforme entraînait des changements dans la nature juridique. Je peux avoir déjà répondu à ça. Et qu'elle supprimait les questions orales. Nous savons tous que ce n'est pas vrai. Nous savons tous que ce n'est pas vrai. Aucune prérogative de l'Assemblée n'a été supprimée. La seule chose qui a été supprimée, c'est le pouvoir du chef de l'État à dissoudre l'Assemblée. Vous savez, c'était un peu deux armes de dissuasion
que les deux institutions avaient. Vous essayez de me censurer, je vous dissous. Dès l'instant que le président de la République, justement, pour permettre à votre Assemblée d'avoir une sérénité absolue, vous dit que je me retire le droit de dissoudre votre Assemblée. Je pense que on peut, un être humain ou un organe qui gagne en sérénité gagne naturellement en indépendance. Parce que vous savez, aujourd'hui, un député, quand il est nommé, il sait qu'il est nommé pour 5 ans. Sauf, bien entendu, avec la volonté de Dieu, s'il y avait un accident de vie. Sinon, il est nommé pour 5 ans. Le président n'y peut rien. Ceux qui essayent, à travers ça, de glisser, de faire peur à la population, pas à vous, parce qu'on sait tous que vous connaissez de quoi il s'agit, que, en définitive, le président de la République a gardé sa capacité de dissoudre l'Assemblée nationale à travers l'article 52. Relisez cet article 52. D'abord, sachez que cet article 52 existe et dans la Constitution depuis 1963. Ce n'est pas une création nouvelle. La modification qui a été apportée à cet article, c'est de préciser que même pendant les circonstances exceptionnelles, le chef de l'État n'a pas le pouvoir de réviser la Constitution. Il n'a pas le pouvoir de réviser la Constitution. Alors, que dit la Constitution? La Constitution dit qu'il ne peut pas dissoudre l'Assemblée nationale. Ça signifie que, même dans ces circonstances exceptionnelles, le chef de l'État ne peut pas dissoudre l'Assemblée nationale. Et vous le savez. Et vous le savez. Il est bon qu'on l'explique pour que la population, pour laquelle nous sommes tous ici, le sache également. L'honorable député, je me permets de citer son nom, à lui, Abdoulaye Wilane, s'inquiète de la suppléance. Je vais lui affirmer qu'effectivement, la suppléance, ce texte, ce projet, une fois qu'il est voté, une fois qu'il est promulgué, bien entendu qu'il s'applique. Mais il ne s'applique pas, bien entendu, aux députés aujourd'hui qui sont ministres. Pourquoi? Parce que ces députés, avant de devenir ministres, ont démissionné en application des dispositions actuelles de la Constitution. Donc, par contre, à partir du moment où cette loi, ce projet sera loi et qui sera promulgué, bien entendu, en ce moment, ça s'applique, bien entendu, à votre législature. Donc ça, également, je pense que c'est assez clair. Et je pense que l'honorable député Wilane a obtenu la réponse qu'il voulait. Le président, je voulais, bien entendu, je n'ai pas répondu et je ne peux pas répondre à ceux qui, lors de leur intervention, ont exprimé leurs états d'âme ou leurs sentiments. Ils sont libres de le faire. Il n'y a pas de réponse à apporter à de telles déclarations. Monsieur le Président, je voudrais, avec votre permission et devant votre auguste Assemblée, saluer le patriotisme de l'actuel encore Premier ministre du Sénégal. Le Premier ministre, et je peux en témoigner, a été à la manœuvre de ce projet de loi. La rédaction de ce projet de loi, le Premier ministre était à la manœuvre. Vu la proximité qu'il a avec le chef de l'État, le Premier ministre a très rapidement compris que ce projet de loi, que la suppression du poste de Premier ministre était d'une importance capitale pour que
l'émergence puisse s'accomplir, pour que le chef de l'État puisse respecter son engagement de mettre le Sénégal à un niveau de développement à l'année 2035. Il l'a compris et il y a travaillé ardemment et il a compris, il a accepté que l'intérêt supérieur de la nation primait largement sur son intérêt personnel. Et je peux vous assurer qu'il l'a fait avec entrain. Il l'a fait avec entrain. Il l'a fait avec engagement. Il l'a fait. Je lui ai même dit une fois, à la limite, on dirait que vous étiez heureux. Il a répondu, mais je suis heureux quand je vois que le chef de l'État a pris une mesure heureuse. Monsieur le Président, honorable député, c'est cette intervention que je voulais apporter effectivement à votre... Merci.